Bonjour, je suis Alice et vous écoutez le podcast de Ma Génération, l'émission qui analyse la génération Y, née entre 1980 et 2000, et sa quête de sens au quotidien. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode de Ma Génération, Colline nous livre son témoignage après 2 ans et demi passés sur les routes à vélo à travers le monde avec sa machine à crêpes. Voici comment a débuté l'aventure Cook & Cycle, l'histoire d'une cycliste engagée jusqu'au bout des ongles sur sa bicyclette. Salut Colline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais, ton âge et ta situation actuelle dans un premier temps ? Alors, donc du coup, Colline, comme tu l'as dit, j'ai 33 ans. Ce que je fais actuellement, je viens de revenir il y a quelques mois de 2 ans de tour du monde à vélo. Donc actuellement, je suis en atterrissage à Paris. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Ok, et bon retour. Et est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant la fameuse aventure, nous décrire un petit peu tes études, ce qui t'a amené à ce grand voyage, quelles ont été un petit peu les étapes clés. Je te laisse choisir ce que tu as envie de raconter. Alors, pour mon parcours, je dirais qu'il y a un peu 2 étapes. Déjà, tout d'abord, ce voyage à vélo, moi, c'est un de mes rêves depuis que j'ai 15 ans. Donc c'est quelque chose que j'avais en tête, que j'avais au fond de moi, mais qui n'était pas encore trop prêt à ressortir. Et après, j'ai eu différentes étapes au niveau de ma vie et de ma... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une transition, mais le voyage à vélo fait aussi partie un peu de tout ça. Mais au début, j'ai commencé par suivre un cycle... J'étais en école de commerce. J'étais un peu un ovni dans mon école de commerce, que j'avais voulu faire une association écolo, etc. Donc, on me regardait déjà un petit peu bizarre, mais voilà, j'avais ces choses-là en tête. Mais j'étais engagée dans ce truc d'école de commerce où donc je suis allée jusqu'au bout. J'étais en entrepreneuriat, j'ai créé une société en sortant où je développais des cosmétiques paramédicaux. Rien à voir avec l'écologie. Mais l'entrepreneuriat me plaisait, j'avais eu une opportunité, donc je m'étais lancée là-dedans. Et au bout d'un moment, au bout de 10 ou 11 mois, je me suis demandé ce que je foutais là. Enfin, j'avais pas de plaisir au quotidien à travailler sur ce sujet-là. Et je me suis dit qu'il fallait que je change. Et j'ai ouvert une vieille boîte mail de mon école d'ailleurs, un matin complètement au hasard. Et le premier mail, c'était le mail d'une école qui s'appelait ISEAD, qui proposait des formations en développement durable. Et là, je me suis dit, banco, il y a un moment, il faut y aller. J'avais voulu, quand j'avais passé les concours pour des écoles de commerce, faire une spécialisation en développement durable, mais à cette époque-là, c'était en 2007, il n'y en avait pas. Donc je m'étais dit, je me formerai plus tard sur le tas. Et là, ça m'est arrivé comme ça, complètement au hasard. Et du coup, dans moins d'un mois, j'ai complètement fermé la boîte. J'ai fermé tout ce que j'avais fait jusque-là. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je me suis payé une formation de vie. J'ai tout bouclé. Et je me suis inscrite pour l'ISEAD, qui démarrait 8 mois plus tard, quelque chose comme ça. Donc j'avais du temps devant moi et je me suis dit, c'est l'occasion d'aller me former un peu sur le terrain. Et je suis allée bosser en Inde dans des associations, un réseau d'associations environnementales qui m'a donc permis d'avoir un premier pied là-dedans pour ensuite revenir en France et prendre ses études en développement durable. Donc que j'ai fait pendant 14 mois, il me semble, quelque chose comme ça, en alternance. J'ai ensuite pris un autre boulot en restauration collective, toujours dans la branche. J'ai travaillé sur la stratégie de développement durable de cette entreprise. Et réellement, au quotidien, les 6 premiers mois, déjà, j'avais envie de me barrer, mais je me suis dit, Colline, accroche-toi. C'est trop facile de rester juste 6 mois et partir. J'avais le sentiment qu'il fallait que j'aille au bout des choses. Et donc, je suis allée au bout des choses, mais au bout d'1 an et quelques, le matin, en fait, j'ai eu Déjà, j'étais très mal dans ce boulot. Avec ma responsable, ça se passait pas très bien et on n'avait pas les mêmes convictions. En fait, elle n'avait pas de convictions, c'est de base. En fait, moi, j'avais décidé de me réorienter en développement durable parce que pour moi, c'est une logique. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien.
Et elle était un peu tombée là par hasard. On lui avait proposé de prendre cette casquette en plus de sa casquette hygiène, qualité. Et rien que le fait que elle habitait dans le sud de la France, elle travaillait à Paris, elle venait en avion Paris-Marseille toutes les semaines parce que c'était plus rapide qu'en train. C'est con, mais rien que ça, de base, tu peux pas avoir des convictions et bosser en développement durable si ça te dérange pas de prendre l'avion toutes les semaines juste parce que ça te fait gagner 20 minutes. Et sur plein d'autres choses, on parlait vraiment pas la même langue. Donc je me demandais vraiment ce que je faisais là. Et plus ça allait, mais je me sentais pas bien, je me sentais inefficace. Donc j'avais l'impression de servir à rien. J'avais l'impression c'est pas inefficace, mais d'être incompétente. Et je perdais complètement confiance en moi. Un matin où là je me suis dit non, vraiment faut que t'arrêtes. J'avais 1 heure de vélo tous les matins pour aller au boulot. Et le matin je me suis dit ah là j'ai pas envie d'aller au boulot. J'aimerais bien me faire renverser par une voiture, mais gentiment, de manière à ce que je souffre pas, mais que je puisse pas aller au boulot. Et là je me suis dit non, faut arrêter là. Là je fais pas ce boulot là pour en arriver à cet état psychologique. Et donc j'ai arrêté. J'ai décidé de quitter ce boulot. Quand j'ai quitté ce boulot, je me suis dit, j'ai arrêté à la veille de mes 29 ans. Donc j'allais avoir 29 ans, j'avais ce rêve en tête depuis un moment. J'avais plus de boulot, donc j'avais plus de CDI, j'avais plus rien qui me poussait à rester en France. Et j'étais à l'époque avec un copain qui avait envie de partir aussi. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est bon, c'est le moment, toutes les planètes sont alignées, c'est le moment de faire ce voyage que j'ai en tête depuis un moment. Et donc voilà, en gros, tout était aligné pour partir. Et donc du coup, j'ai travaillé donc à partir de ce jour-là, je me suis mise à temps plein sur le projet uniquement pour commencer à tout prévoir, regarder un petit peu les itinéraires, j'ai passé des heures et des heures à chercher le duvet idéal, la tente idéale parce que j'avais pas un gros budget. Donc du coup, il fallait trouver une bonne qualité, mais qui soit aussi raisonnable au niveau budget. Donc j'ai passé des heures, beaucoup trop d'heures d'ailleurs, à chercher tout ça. Et puis à regarder un peu les pays qui m'intéressaient, les visas, les itinéraires, tout ça. Et puis aussi chercher des sponsors pour aider au financement. Et je faisais des confitures et j'allais vendre des crêpes et des confitures sur les marchés pour financer aussi mon projet. Donc ça a été pendant 1 an beaucoup de travail pour préparer tout ça et financer ce voyage. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu as commencé à monter ce projet, quelles ont été les réactions des gens autour de toi, déjà dans ton travail, quand tu l'as annoncé, les gens de ton entourage. Est-ce que tu as eu des personnes qui ont été très positives, d'autres qui ne comprenaient pas cette démarche, ou est-ce qu'au contraire, tu as senti que tout le monde te soutenait dans ce projet-là? Est-ce que c'était quelque chose de plutôt novateur? Est-ce que tu as remarqué entre les jeunes et peut-être les personnes un peu plus âgées qu'il y avait une différence de compréhension? Comment, à ton avis, ça s'est traduit tout ça? Alors, de manière générale, je trouve que la réaction était plutôt positive. Dans mon boulot, ils étaient plutôt admiratifs. Ils trouvaient ça génial que je parte. Pour ça, après, peut-être qu'ils étaient habitués. Une des personnes qui était à mon poste avant avait quitté le boulot pour partir 1 an autour du monde en sac à dos aussi. Donc, je crois que tout le monde quitte ce boulot pour partir. Mais là-dessus, ça a été assez bien accueilli. Je crois que la seule personne qui comprenait pas, c'était ma grand-mère. Elle comprenait pas pourquoi je quittais un CDI et que je partais voyager autour du monde plutôt que trouver un mari et faire des enfants. Mais voilà, outre elle qui comprenait pas le concept,
En général, ouais, j'ai vraiment été beaucoup soutenue. Bon, mes parents m'ont toujours soutenue dans tous mes choix, même si j'ai changé de direction dans un sens ou dans l'autre. Quand je change de direction, je suis toujours mon instinct. Et ils m'ont toujours poussé à suivre mon instinct parce que ça m'a toujours réussi. Donc là-dessus, non, j'ai pas eu de retour négatif à me dire, mais qu'est-ce que tu fous tu vas avoir 30 ans, tu vas pédaler sur les routes, t'as pas mieux à faire. J'ai pas été face à ça. Et dans les différences de génération, c'est plus, oh, t'as de la chance. Alors que bon, je répondais toujours que, mais, en fait, j'ai pas plus de chance que vous. Je me suis juste donné les moyens parce que, voilà, je me la donne parce que j'ai envie de faire ça. Et tout le monde, au final, le voyage à vélo, réellement, tout le monde peut le faire. J'avais rien de plus que les autres. J'ai quitté un CDI, j'avais pas besoin j'ai pas eu besoin de beaucoup d'argent pour voyager ou autre. Donc au final, voilà, ça a été souvent les mots que j'ai entendus le plus, c'était quand même ouais, t'as de la chance ou t'as raison de faire ça, faut en profiter avant que ce soit trop tard, soit que enfin trop tard. C'est jamais trop tard d'ailleurs, parce que vraiment sur les routes, j'ai croisé tout type de personnes, de 22 à même pas, je crois que de 19 même en vélo, de 19 à 65 ans ou plus, avec enfants, en couple, célibataire, à 4, tout seul. Il y avait vraiment de tout. Plus technique, c'était ce que tu disais, trouver les sponsors, les financements, enfin l'organisation en amont. Ça, il y a eu un gros préparatif derrière. Enfin, c'est ce que tu disais. Ouais, juste un tout petit peu plus en détail, comment ça s'est traduit, cette préparation en amont. Alors, du coup, le côté logistique, c'est là que ressort tout l'avantage de mes années d'école de commerce, où j'ai beaucoup appris en gestion de projet et compagnie. Et du coup, parce que là, en soi, donc Cook & Cycle, mon projet, c'était une asso. Et il y avait toute une organisation derrière que ce soit pour contacter les sponsors, expliquer le projet, faire des dossiers, tout ce côté-là, plus le côté administratif de l'association, plus les recherches, et vraiment cibler au mieux les produits, etc. C'est vrai que tout mon passif d'école de commerce m'a beaucoup servi là-dessus. Mais ouais, c'est plutôt ça, quoi. C'est vraiment... Je pense qu'il y a un peu de tout. T'as des gens qui se sont réveillés un matin, qui ont acheté un vélo à l'arrache et qui se sont barrés. Et ça marche très bien. Après, selon ton vélo, ça durera plus ou moins de temps, etc. Moi, j'ai eu une grosse organisation qui n'est pas obligatoire, au final. Le truc, c'est que comme donc le pote avec qui je partais au début avait pas les mêmes... ça fait... Depuis que j'ai commencé à bosser, je mets de l'argent de côté tous les mois parce que je savais qu'un jour, je partirais. Donc, je voulais avoir cet argent de côté pour que le jour où je décide de partir, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que, donc en partant à deux, lui avait pas du tout d'argent de côté. Donc, il y avait cette nécessité de trouver des financements. Et c'est là où ça a rendu le projet plus technique et où il a du coup fallu le cadrer davantage, le budgétiser pour pouvoir le présenter. Donc si tu veux avoir des sponsors et des financements, dans ce cas-là, tu as besoin vraiment de tout cadrer. Si tu as tes financements, tu peux prendre ton vélo, je citerai pas la suite, non, il faudra couper, mais tu prends ton vélo, ta bite et ton couteau, et du coup, et tu peux partir... Ouais, sur la route, j'ai croisé des gens avec le dernier vélo technique, tous les trucs techniques, etc. Et j'en ai croisé d'autres avec un vélo à l'arrache, des bidons en plastique en guise de sacoche. Et c'est tout. Et donc, il y a vraiment de tout. Mais ça dépend comment tu veux organiser ton voyage. Est-ce que ça dépend aussi de la personnalité des gens? Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt à l'arrache? Ou est-ce que c'est des gens qui sont plutôt cadrés? Moi, je suis un peu entre les deux. Je suis ni trop carré ni trop à l'arrache. Mais là, le fait d'avoir besoin de financement m'a aussi obligée à refaire. Je rechercherai pas de sponsor, je rechercherai pas tout ça. C'est une partie, aller chercher de l'argent, moi j'aime pas, je déteste ça. Mais là, si on voulait partir à deux au début, c'était une des contraintes. Donc, mais ma formation professionnelle fait que je sais faire. Donc je l'ai fait, mais à choisir, je le referai pas, quoi. Alors justement, est-ce que maintenant que tu nous as un petit peu expliqué le contexte de ton départ, est-ce que tu peux nous dire
dans les grandes lignes, comment s'est passé ton voyage, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, nous décrire ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, les challenges, les points positifs. Enfin, j'imagine qu'il y a 1 milliard de points positifs et 1 milliard de challenges, donc ça doit être difficile de trier, mais voilà, juste pour un peu raconter ton aventure aux gens qui peut-être aimeraient faire comme toi, aller sur les routes et partir à l'aventure. Donc en fait, le concept, mon voyage s'appelle Cook and Cycle, parce que l'idée c'était que j'avais envie d'apporter quelque chose sur la route. Ça m'est arrivé, j'ai pas mal déjà voyagé avant, et j'ai pas mal rencontré de gens en voyageant, en partant à l'étranger, ou bien en allant travailler à l'étranger. Et j'ai toujours eu la sensation de recevoir beaucoup de choses des gens, mais pas toujours d'apporter suffisamment. Et là, je me suis dit, je pars pour 1 an, parce qu'à la base, j'avais prévu de partir pour 1 an. J'ai envie je sais que je vais apprendre des milliards de choses des gens, j'ai envie aussi de leur apporter quelque chose. Et du coup, je cuisine beaucoup, j'adore cuisiner, j'ai travaillé un petit peu aussi en cuisine, en restauration. Et je me suis dit que, de par mes expériences, et même à chaque fois que je voyageais, je passais toujours mon temps en cuisine avec les femmes, parce que c'était très souvent des femmes. Et c'était un moment génial, parce que là, pour moi, la cuisine, ça donne complètement le caractère du pays. C'est-à-dire que ce soit au niveau géographique, par exemple, selon la géographie du pays, ben, les aliments vont être différents. Donc ce que les gens vont manger vont être influencés par les aliments qu'ils ont et donc vont être influencés par la géographie. La manière dont on mange, si on mange assis, par terre, si on mange sur une table, est-ce qu'on mange avec nos doigts, avec des couverts, avec des baguettes. En fait, la nourriture, ça représente complètement le pays. Et les gens, quand on a l'occasion de rentrer en cuisine, eh ben, on rentre vraiment dans l'intimité du pays, dans l'intimité des gens d'une certaine manière, et c'est très personnel. C'est-à-dire qu'un repas, partager un repas ou être en cuisine avec quelqu'un, qu'on soit riche ou pauvre, on peut tous partager un repas ou offrir un repas à quelqu'un. Ça n'a pas besoin d'être un truc ultra sophistiqué, ça n'a pas besoin d'être du caviar. Chaque repas est important parce que c'est quelque chose qui a été fait, qui est unique sur le moment, parce que ça a été fait juste pour nous et que le prochain repas du lendemain ne sera pas le même. Et que c'est aussi un partage, c'est pas juste un objet qu'on te donne. Donc, de par mes expériences passées, j'ai eu toutes ces expériences en cuisine. Et donc là, que je m'étais dit que pour partager, donc sur ma route, je voulais partager avec les gens. Et pour leur partager ma culture, j'allais chez eux et je leur faisais... Enfin, quand j'étais accueillie, j'essayais au maximum de cuisiner pour eux, parce qu'il y a des fois où on ne me laissait pas parce que j'étais invitée et que je n'avais pas le droit de rentrer en cuisine. Voilà. Pour eux, c'était pas possible de laisser quelqu'un cuisiner. Et puis, il y a des moments aussi où quand vraiment on ne parle pas la même langue, c'est compliqué d'expliquer le projet. Mais dès que je pouvais, donc du coup, je faisais des crêpes. Et donc, en général, très souvent, je faisais donc des crêpes, parce que la base, donc farine, lait et œufs, donc je ne suis pas bretonne, mais farine, lait et œufs, c'est une base qui se trouve un petit peu vraiment partout à travers le monde. Et l'intérêt des crêpes, c'est qu'une fois qu'on a la base, ce qu'on met à l'intérieur, la garniture, c'est complètement flexible. Et donc, la crêpe ne demande que à être visitée. Donc, j'ai pu, dans chaque pays où j'allais, m'adapter à ce que je trouvais au niveau local. Et ensuite, avec les gens, créer une recette à leur image, que ce soit une recette de famille, une recette de la région, une recette de leur pays, ou leur recette qu'ils aiment. En fait, si eux devaient faire une crêpe aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Et donc, je leur demandais à chaque fois. Donc, au début, ça fonctionnait comme ça. Les gens qui connaissaient pas trop les crêpes, je faisais comme ça. Et sur la fin, quand j'arrivais en Europe, où vraiment les crêpes étaient surtout en Italie, c'était beaucoup plus facile, je leur expliquais le concept et on faisait ensemble la recette de crêpes. Et donc, comme ça me permettait directement de la tester. D'accord. Mais ça, j'ai pas pu le faire partout. Il y a beaucoup d'endroits où je leur faisais des crêpes et ensuite je leur disais, bah voilà, vous, si votre recette idéale, qu'est-ce que vous metteriez dedans ? D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur l'accueil des gens ? Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était assez simple pour toi finalement de te faire inviter. Est-ce que globalement, tu as eu l'impression que
que les gens étaient, n'étaient pas méfiants, t'accueillais volontiers chez eux, dans leur cuisine, peu importe le pays. Ou est-ce que peut-être qu'il y avait des pays qui étaient un peu plus, je sais pas, peut-être que c'était plus dans la culture de recevoir des hôtes. Qu'est-ce que ça t'a appris à ce niveau-là? Alors du coup, l'accueil de manière générale ou l'accueil en cuisine? Parce que c'est complètement différent. Alors pour moi, l'accueil en cuisine est lié à l'accueil de manière générale, puisque ou alors est-ce que tu différenciais vraiment les deux? Parce que ça veut dire que quand tu cuisinais, tu séjournais pas forcément chez la personne? Non, plus dans le sens où, de manière générale, il y a beaucoup de pays qui sont ultra accueillants, mais où je pouvais pas aller en cuisine, parce que justement pour eux, j'étais un hôte, j'étais une invitée, et je devais juste profiter, être là, me poser, manger. Et donc en fait, pour eux, s'ils me laissaient rentrer en cuisine, ça aurait été ne pas m'accueillir en fait. Donc c'est pas que la cuisine est interdite, c'était pas possible de laisser, genre je suis une invitée, donc je suis là pour être servie, et donc être en cuisine, ça veut dire que je les sers eux, et ça pour eux c'était pas possible. Alors que l'accueil de manière générale, moi ce voyage m'a redonné foi en l'humain. Avant de partir, je me disais, mais en fait, on est tous des connards, on va dans le mur et tout le monde s'en fout, tout le monde est centré sur soi-même, et ce qui se passe autour, ça dérange pas. Et là, des fois, j'entends des trucs. Cette semaine, hier, un collègue qui arrive et qui était en retard, qui était dans le stress et tout, il dit, ah putain, j'ai un mec qui s'est jeté sous le métro, l'enculé. Et j'ai envie de dire, non mais sérieusement? Non mais... Il y a quelqu'un qui était dans une détresse suffisante, qui est arrivé à un point de se jeter sous le métro. Et en plus, ça dérange parce que ça met les gens en retard. Mais ça m'a un peu rejeté, m'a un peu relancé dans ce que j'ai quitté il y a plus de 2 ans. Parce qu'au final, c'est vrai que j'avais commencé en disant que j'étais partie pour 1 an, mais finalement, je suis restée un peu plus de 2 ans pendant ce voyage. mais oui, en fait, il y avait vraiment un individualisme avant de partir où je me suis dit j'en peux plus. Et finalement, pendant ce voyage, je me suis rendu compte que l'individualisme est très centré et c'est très limité. Finalement, moi j'ai été énormément accueillie, et il y avait même des moments où j'arrivais pas à dormir dans ma tente parce qu'on me laissait pas. On me disait mais non, tu restes pas dehors, tu viens à la maison. Non mais moi c'est beau, s'il vous plaît, j'ai envie de camper, j'ai vraiment envie de profiter de la vue au réveil, je suis bien dans ma tente. Mais non, en général, il y a des pays, le Tadjikistan, j'ai dû refuser plein de cafés, parce qu'en fait, de thé, parce qu'ils m'invitaient au thé toutes les 5 minutes, et si je les avais tous acceptés, je serais encore au Tadjikistan à cette heure-ci, donc je pouvais pas. Mais il y a un accueil qui est hallucinant, et en Turquie, c'était pareil, en Azerbaïdjan aussi, dans la plupart des pays, j'ai passé de l'Asie du Sud-Est jusqu'en Europe, j'étais dans un monde de bisounours. L'Amérique du Sud, c'était un peu différent parce que pour moi, j'ai vraiment eu 2 voyages. La première partie où du coup, on était 2. Et puis, mon pote avec qui j'étais avait pas vraiment la même vision. Il était moins à l'aise avec les gens. Donc, on était beaucoup plus refermés sur nous-mêmes. Donc, pour moi, l'Amérique du Sud, j'ai pas rencontré les gens. J'ai traversé des paysages de fou, mais j'ai pas rencontré les gens. Mon voyage a vraiment commencé le jour où j'ai commencé à voyager seule en Asie du Sud-Est. Où là j'étais disponible, où j'ai pu vraiment vivre le voyage comme j'avais envie de le vivre, et donc centré sur les gens plus que, le paysage était là aussi, mais sur les gens avant tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai rencontré des tonnes de personnes absolument géniales, et ça s'est un peu arrêté en Europe. J'ai rencontré des gens géniaux en Europe, vraiment il n'y a pas de souci. Mais l'entrée en Europe a été un peu violente pour moi. J'ai fait face à une froideur générale, que ce soit en fait je suis passée de la Turquie à la Grèce, et puis en plus mi-décembre. Donc je suis arrivée dans une froideur de climat déjà, et une froideur des gens qui, même si j'ai rencontré des gens vraiment très bien,
Et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens très froids, chose auxquelles j'étais plus du tout habituée. Tu penses que c'était lié à la culture européenne qui est moins dans une démarche d'accueil? Mais je pense que c'est lié à ces deux choses. D'une part, le fait que je pense que le froid aussi, les gens sont plus renfermés chez eux et donc il y a moins d'interaction extérieure. Et aussi vraiment la culture. Voilà, j'ai vu une barrière, j'ai un exemple. Ce soir-là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que l'Europe, c'est plus comme ça. Où j'étais en Italie et j'avais demandé. J'étais arrivée j'avais pas trouvé d'endroit pour dormir un peu au milieu de nulle part, donc j'avais demandé à une maison si je pouvais m'installer. Il y avait un terrain à côté. Et les gens m'ont dit bah oui, pas de souci, c'est pas le nôtre, mais installez-vous. Eux avaient un terrain derrière leur maison, etc. Mais ils m'ont dit oui, installez-vous. Bon, très bien, moi j'ai posé ma tente, j'étais tranquille. Et la femme vient de me revoir et elle me dit mais est-ce que vous voulez quelque chose de chaud? Vous avez besoin de quelque chose? Je dis bah pourquoi pas, il faisait hyper froid, il faisait moche. Je dis bah oui, si vous avez quelque chose de chaud, je veux bien. Donc je lui ai donné ma popote et elle m'a mis de l'eau chaude, comme ça j'ai pu me faire un thé sans avoir besoin de sortir mon réchaud et compagnie. Mais tout ça, donc, elle me passe tout ça par-dessus la barrière de chez elle. Et après, en me ramenant ça, elle m'a aussi ramené des petits gâteaux et des petits choses comme ça. Donc en me disant, ah bah tenez, je vous ai mis ça aussi en plus. Ce qui était adorable, mais qui restait toujours... voilà, il y avait cette barrière qui restait là, où moi j'étais dans le champ à côté, elle était chez elle. Elle avait un espace pour... J'aurais pu planter ma tente ou plein de choses. Mais, et en soi, en fait, c'est marrant ce que je me dis, si j'avais eu cette situation-là en étant partie de Paris, moi j'aurais trouvé ça genre vraiment adorable. C'est adorable. Elle m'a proposé de l'eau chaude, c'était super. Elle m'a ramené des petits gâteaux et tout, c'était génial. Mais en revenant de ces au final, j'ai dû passer quoi, de l'Asie du Sud-Est à Paris. Non, j'ai dû passer 1 an et demi quasiment. Où vraiment jamais on m'aurait laissé dormir dehors. Jamais on m'aurait laissé dormir à côté. Enfin, ça aurait pas été possible. Et ben du coup, ça faisait bizarre. Et je me suis rendu compte. Et au début, je me suis dit, bah ça va, faut pas. Enfin, j'ai pas à m'attendre à ce que tout le monde m'accueille chez eux. Quoi. C'est pas un acquis. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que, il y a que, c'est en Europe que c'est pas spécialement normal d'accueillir les gens chez toi. Et au début, j'étais mal à l'aise avec ce truc-là parce que je me disais, ça va, t'es qui pour t'attendre à ce que tout le monde t'invite? Et je m'attendais pas à ce qu'on m'invite, mais je me suis rendu compte que, ouais, c'était plus pareil, quoi. Question assez importante par rapport à ce voyage. En tant que femme seule qui voyageait sur les routes, comment tu t'es sentie? Enfin, femme seule, jeune, blanche, voilà, peau claire, yeux clairs, voilà, disons-le texto. Alors, moi, c'est assez marrant. J'ai beaucoup aimé le fait d'être une femme seule sur les routes. Bon, déjà, en tant que femme seule, faut dire que les gens ont envie de prendre soin de nous. Clairement, moi, je me suis absolument jamais sentie en insécurité. Et après, en tant que femme seule, tu réfléchis où tu vas. Tu te renseignes avant les pays. Il y a certains pays où tu peux voyager seule. Par exemple, en Iran, voyager seule en bus en tant que femme, c'est pas un problème. Mais voyager seule à vélo, j'ai eu pas mal de retours négatifs. Parce qu'à vélo, t'es au milieu de nulle part. T'es sur des routes où il peut y avoir personne autour. Et c'est là où il peut y avoir des dangers. Donc il y a certains pays, il faut se renseigner avant. Voilà, on va pas... tu vas pas tête baissée en disant allez, moi j'y vais, je m'en fous, j'ai envie de passer par là, je passe par là. Tu peux le faire, mais voilà, tu sais qu'il peut y avoir des risques. Mais de manière générale, les gens ont vraiment envie de prendre soin de toi. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc, physiquement, je suis une femme. Donc, j'étais toujours accueillie dans la société des femmes, etc. Sauf que comme j'étais seule à vélo, c'est que je devais avoir des couilles, donc je devais être un homme. Et donc, j'étais aussi accueillie dans la société des hommes. Donc, j'avais accès à ces deux sociétés, ce qui est absolument génial, parce que du coup, j'ai pu voir vraiment les deux, leur manière de vivre des deux côtés, quoi. Les hommes me parlaient comme à un pote, et les femmes me parlaient comme à une femme. C'est comme si ça avait un peu effacé ton genre, comme si voilà, les femmes te voyaient comme une femme, et les hommes se disaient, enfin voilà, chacun avait une image différente, mais au final, ça t'a intégré, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est que comme une femme ne peut pas psychologiquement voyager seule à vélo,
c'est que j'étais un homme au fond, quoi. Et du coup, ça c'était assez drôle. Il y a quand même eu un moment où c'était fatigant d'être une femme seule à vélo. J'ai eu 3 bons mois entre. Ça a commencé en Ouzbékistan, et donc Ouzbékistan, Kazakhstan un peu, et puis après beaucoup Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, où plusieurs fois par semaine j'avais des hommes qui me demandaient de coucher avec eux. Donc je me suis jamais sentie en danger, il n'y a jamais eu d'approche physique ou autre. Mais au bout d'un moment, qu'on demande ça tout le temps, et en fait, t'es un peu relayé au statut d'un peu d'objet, quoi. Et des fois, en fait, du coup, moi, j'en profitais pour discuter avec eux, comprendre, parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je voulais pas. J'étais là, genre, mais écoute, déjà, j'ai pas envie, et je disais que j'étais mariée, mais c'était pas un problème. J'ai compris après qu'en fait, valait mieux. Enfin, moi, j'avais eu cette discussion avec un mec en Géorgie, où je dis non, mais je suis mariée. Il me dit bah oui, mais moi aussi, y a pas de problème. Je dis oui, non, mais moi, enfin, je sais pas comment ça marche chez vous, mais nous, quand on est mariés, moi, je suis fidèle à mon mari. Il dit bah en fait, nous, donc avant le mariage, tu consommes pas. Une fois que t'es marié et que t'as consommé, bah c'est bon, t'as consommé, quoi, donc c'est open. D'accord. Alors en fait, je suis pas mariée. Mais pour un homme, peut-être que c'est open, mais pour une femme, c'est peut-être pas les mêmes règles, j'imagine. Ouais, ça, alors entre ce qu'ils disent et la réalité, il y a sûrement aussi une différence. J'avais discuté au. C'était où ça? C'était en Ouzbékistan, avec un Moldave qui avait 6 femmes. Et du coup, il m'a raconté tout ça et tout. Et à un moment, je dis, mais tes femmes, elles ont combien de maris? Il dit, bah, un seul, moi. Je dis, bah, c'est pas juste. Il dit, non, mais après, elles font ce qu'elles veulent, hein. Si elles veulent, il n'y a pas de souci. Il dit, mais en fait, comme elles sont hyper jalouses entre elles, s'il y en a une qui commence à voir un peu à l'extérieur, et ben les autres vont tout de suite la récupérer. Donc, elles s'autorégulent, quoi, d'une certaine manière. Et j'étais là, genre, oh là là, mon Dieu. Donc voilà, lui, il était toujours en voyage. C'était un businessman. Il se baladait avec un sac plastique plein de billets. C'est n'importe quoi. Et du coup, il m'expliquait tout ça. Et donc, en fait, voilà, lui, il avait ses 6 femmes à la maison. Et il avait rien à faire parce qu'elles se géraient entre elles, quoi. Donc j'imagine que le fait d'être une femme seule à vélo, ça dépend, enfin comme tu dis, ça dépend des cultures, ça dépend des endroits, des visions qu'on a de la femme. J'imagine qu'une femme seule en Europe n'a pas la même connotation qu'une femme seule voilà, en Iran. Donc effectivement, c'est assez différent en fonction des mentalités, des pays. Et toi, en tant qu'occidentale, tu l'as perçu différemment forcément, quoi, selon les endroits où tu es allé. Mais du coup, j'aurais une question. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu conseillerais qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie comme toi de un peu tout plaquer pour partir à l'aventure? Qu'est-ce que tu leur dirais, que ce soit une femme ou un homme, mais bon, par exemple, mettons une femme seule qui a envie de partir et qui a envie de lancer son projet et qui est un peu dans la même situation que toi, ancrée dans une entreprise. Est-ce que tu aurais, je sais pas, des petits conseils à donner? T'en as déjà un petit peu parlé au début, mais voilà, revenir un petit peu là-dessus. Bah alors, moi, je dirais, bon déjà, par exemple, je sais que donc moi, ce rêve, au final, j'ai mis 15 ans à vraiment le réaliser et à partir, parce que mon plus gros frein, c'était de partir seule, une femme seule, justement. Et je me suis rendu compte très vite que en fait, c'était pas du tout un frein, c'était même une opportunité. Et du coup, si je pouvais permettre à certaines personnes de gagner 15 ans. Après, mon rêve, je n'étais pas prête à le réaliser quand j'avais 15 ans réellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de... C'est pas un danger. Moi, réellement, je me suis sentie plus en sécurité sur mon vélo seul autour du monde qu'en rentrant à Paris. Vraiment, je me suis rendu compte à un moment en rentrant, où je rentrais chez moi le soir, et avant d'ouvrir la porte d'en bas de l'immeuble, je me suis retournée pour vérifier qu'il n'y ait personne derrière moi. Et je me suis fait et j'ai réalisé que ça m'était pas arrivé pendant le voyage.
Et là, bon, en Amérique du Sud, il y a certains points où on a un peu serré les fesses et il fallait aller vite. Mais parce qu'il n'y avait pas de. On n'a jamais été en danger direct, mais on a passé des coins où il aurait pu y avoir des dangers. Donc voilà, tu réfléchis en Amérique du Sud quand même où tu vas. Mais sur tout le reste, j'ai pas senti de danger comme ça. Et donc on a toujours l'impression de se dire ah mais c'est dangereux et puis si et si. Mais non finalement, enfin moi sur tous les cyclistes que j'ai rencontrés, toutes les histoires, tous les contacts que j'ai, etc. J'ai entendu très peu de gens à qui il est arrivé des problèmes. Et finalement on s'inquiète toujours. Moi je me suis fait la remarque où on se dit toujours mais t'as pas peur d'aller chez les gens. Et en France, si on accueille des gens, on va dire mais t'as pas peur de laisser des inconnus rentrer chez toi? Mais en fait, qui est censé avoir peur? L'inconnu qui rentre chez toi est autant dans l'inconnu que toi qui l'accueilles. Donc finalement, les deux sont dans la même situation. Et en fait, en faisant confiance à l'humain, moi je marche beaucoup au feeling. Et donc tout le monde n'est pas bon sur la planète. Mais après, moi, voilà, il y a des moments où je le sentais pas et du coup je suis partie. Et sinon, je marche que au feeling. On peut se tromper. On peut se tromper partout. Il peut nous arriver des problèmes, mais pas plus en étant sur les routes au Tadjikistan qu'en allant prendre un verre, en traversant la route à Paris. En fait, le danger est partout. Et C'est cliché, quoi, de se dire que parce que tu es à des milliers de kilomètres, forcément, il va t'arriver quelque chose. C'est ça. Je pense qu'il y a plus de gens qui meurent en glissant dans leur baignoire qu'en faisant un tour du monde à vélo. Il y a peut-être plus de gens qui montent dans des baignoires que sur des vélos autour du monde. Je l'accorde. Mais voilà, en fait, moi, je me disais, pendant ce tour du monde, s'il doit m'arriver quelque chose ou si je dois mourir, au moins, je me serais fait kiffer. Au moins, j'aurais vécu le truc à fond. Et si on est toujours dans la crainte de partir, et puis donc il y a cette histoire de la peur de quitter un boulot, Enfin, réellement, j'ai pas encore repris un boulot, mais j'ai pas d'inquiétude. Parce que, en fait, ce voyage m'a appris tellement de choses. Moi, je me suis toujours dit que le savoir-être, c'est la plus grosse valeur ajoutée qu'on puisse avoir pour une entreprise. Et le savoir-faire, bon, savoir-être, quand tu veux être médecin, c'est pas suffisant. Mais pour la plupart des boulots, si t'es débrouillard, si t'es flexible, si t'arrives à t'adapter et si t'as réussi à survivre et à gérer un quotidien, quand t'es en tour du monde à vélo, ou là moi je parle du cas du vélo parce que c'est le mien, donc je connais pas ce que c'est de faire un tour du monde en sac à dos, mais t'es H24 t'es en dehors de ta zone de confort. Il n'y a rien de fixé. Tu sais pas où tu vas dormir, tu sais pas à quoi va ressembler la route, tu sais pas qui tu vas rencontrer, tu sais rien. En fait, t'avances et t'es dans l'inconnu tout le temps. Et si t'arrives à te débrouiller là-dedans et à toujours rebondir sur toutes les situations et sur tout ce qui arrive, et quand t'es en entreprise, c'est exactement pareil. Et je trouve que ce voyage m'a apporté énormément de choses. Et pour moi, c'est pas un trou dans mon CV, quoi. C'est pas, je suis pas partie pendant 2 ans où ça fait partie. Moi, ce truc sera sur mon CV. L'organisation, c'est de la gestion de projet, c'est des levées de fonds, ça fait partie, c'est un enrichissement et c'est pas. J'ai pas peur de me dire je vais pas retrouver de boulot, comment je vais justifier. Justement, parce que je pense que c'est pour ça que cet épisode il est carrément ancré dans un contexte générationnel. C'est qu'aujourd'hui, ça fait de moins en moins peur les gens qui, comme toi, sont partis faire un tour du monde parce que les recruteurs commencent à comprendre qu'en fait, c'est pas un trou dans un CV, comme tu dis, mais c'est quelque chose d'enrichissant, mais autant d'un point de vue logistique que d'un point de vue humain, que d'un point de vue culturel. Enfin, ça montre que tu es quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui s'est adapté aux gens, aux autres. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de gens comme toi qui suivent ce modèle en se disant non, en fait, c'est pas une faille, c'est plutôt une force. Donc ouais, je te suis complètement là-dessus. Et un truc auquel je pense, c'est que je pense que aujourd'hui, les gens ont compris que partir comme ça veut pas dire que t'es instable. Ça veut pas dire que tu ne fuis pas forcément quelque chose. Ça veut pas dire que
que l'entreprise pourra pas te faire confiance parce que t'es quelqu'un qui va partir du jour au lendemain. Pas du tout. C'est juste que peut-être même plus que tu sais ce que tu veux et tu vas au bout des choses et tu fais les choses à fond. Et ce qui veut pas dire que les gens qui ne partent pas ne vont pas au bout des choses et font pas les choses à fond. Mais pour moi, et puis en plus, je me dis toujours que si t'es pas heureux dans ce que tu fais, tu peux pas être bon dans ce que tu fais. Et si tu vas au boulot parce que il faut aller au boulot et comment ça va comme un lundi, ça pourra pas être un bon lundi, ça pourra pas être une bonne semaine. Si t'appréhendes chaque nouvelle journée comme zut, bon courage. Je déteste ce terme. Bon courage. Depuis que je suis rentrée en France, on me le dit tout le temps, à vélo, tout le temps. Bon courage. Mais c'est pas du courage, c'est un plaisir. Je pars pas pour une épreuve de marathon, enfin même un marathon, quand tu le fais, tu le choisis. Donc je pars pas pour une épreuve. Même là, quand je vais au boulot, on me dit bon courage. Non, souhaite-moi une bonne journée. Moi, ça me fait plaisir d'aller au boulot aujourd'hui. Je suis contente de ce que je fais. Et à vélo, quand au lieu de me dire bonne route, on me disait bon courage, j'ai pas besoin de courage. J'ai choisi et n'importe quel boulot, à partir du moment où on le fait parce qu'on le choisit. Et après, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir choisir son boulot. Ça, clairement, et moi, je suis née au bon endroit et j'ai pu choisir mes études et choisir mon emploi. Mais justement, en fait, je trouve qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont choisi leur boulot, leurs études, et qui en sont pas heureux et qui le subissent. Mais justement, s'ils ont pu faire tout ça, ils peuvent aussi changer. Et c'est un premier pas qui est difficile. C'est toujours le premier pas qui est difficile. Et on se rend toujours compte derrière. On se dit, mais bordel, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt ? Cette émission, elle est dédiée aux gens qui ont le luxe de pouvoir, comme tu dis, choisir leur emploi, qui ont eu une formation, qui ont fait des études. Et comme tu dis, profitons de cette situation avantageuse pour pouvoir choisir ce qui nous fait plaisir, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce luxe-là et qui sont un peu, parce qu'on a une famille à soutenir, parce que c'est pas impossible, mais c'est un challenge qui est beaucoup plus important quand derrière, tu as énormément d'impératifs. Donc je te suis carrément. Moi, sur la route, j'ai croisé, comme je disais, tout type de personnes, dont des gens avec enfants. Des familles qui sont parties avec enfants. Le plus jeune devait avoir 1 an ou 1 an et demi. Et jusqu'à même une famille que j'ai vue avec lui, il devait avoir 15 ans, je crois qu'il était en seconde. Et il faisait seconde, première sur les routes. Et tout ça pour dire qu'il y a pas vraiment de barrière. Enfin, les enfants ne sont pas une barrière. Ouais. Ça, c'est plus dur, ça demande plus de logistique, ça demande plus d'adaptation. Mais c'est pas une barrière en soi. Donc l'emploi peut ne pas être une barrière, les enfants peuvent ne pas être une barrière. D'accord. L'âge peut ne pas être une barrière. En vélo, j'ai croisé des retraités de 65 ans. Enfin, il y a vraiment... on se met beaucoup plus... Les barrières mentales sont beaucoup plus fortes que ce qu'elles sont réellement, en fait. Je pense à l'image d'un cheval, un truc que j'avais envoyé à un ami, justement, un cheval qui est attaché à une chaise en plastique et qui bouge pas. Et parce qu'il est attaché, et donc pour lui, psychologiquement, il peut pas bouger. Et finalement, on se rend compte que non, c'est pas si compliqué de s'en détacher. J'aime beaucoup la métaphore. Eh bien, pour terminer, t'en es où aujourd'hui ? C'est quoi tes projets ? Tu parlais du livre, est-ce que tu t'envisages de retourner en entreprise, de monter ta structure, qu'est-ce que t'envisages pour la suite ? Pour ce qui est donc des projets, moi là aujourd'hui, effectivement je travaille sur le livre. Je travaille, en fait j'ai repris un emploi à mi-temps. Je travaille dans la restauration la moitié de mon temps, ce qui me permet de reprendre un rythme, de remettre un peu un pied dans le boulot. Ça fait quand même 2h30 que j'ai pas bossé. Ouais. Ça fait tout bizarre. C'était un peu bizarre au début, mais c'est génial, j'adore. Moi ça me fait vraiment plaisir de retourner dans le boulot, et l'autre moitié du temps de travailler sur mon livre.
Et donc je vais faire ça là, le temps de terminer ce livre. Enfin, je reste à Paris jusqu'à fin décembre et ensuite je déménage à Chambéry début janvier parce que vraiment voilà, ça fait longtemps que je rêve de quitter Paris et là au retour de ce voyage je me vois vraiment plus vivre à Paris. J'ai besoin de nature, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de balades en montagne, j'ai besoin de voilà d'autres choses que j'ai besoin de sport outdoor, chose que Paris ne m'apporte pas. Et donc du coup, je continuerai à travailler à mi-temps, un travail alimentaire, ou si je trouve un travail dans le développement durable à mi-temps, ce serait mon idéal. S'il y a des gens à Chambéry qui ont besoin de quelqu'un à partir de janvier, mais voilà, donc l'idée c'est de faire ça, et ensuite, j'arrête de faire des plans à plus de 3 mois, donc je sais pas. Vraiment, une des choses aussi que m'a appris ce voyage, c'est que ça sert à rien d'avoir... On peut avoir une idée de ce qu'on veut faire de manière générale, mais avoir des plans fixes. Qu'est-ce que je vais faire une fois que mon livre sera fini? J'en ai aucune idée. Il y a plein de choses qui peuvent se passer entre-temps. Il y a plein d'opportunités qui peuvent venir. Je peux changer d'avis. Ça se trouve, j'en sais rien. Je vais repartir sur les routes. Ça se trouve, non. Pour l'instant, j'ai d'autres projets de voyage en tête. À vélo, toujours. Parce que vraiment, je ne sais pas si je pourrais revoyager autrement, réellement. Parce que c'est vraiment... je trouve que j'ai trouvé la manière de voyager qui me ressemble le plus, qui est lente, pas que je sois quelqu'un de lent de manière générale, mais qui me permet de vraiment voir un pays de l'intérieur. Et moi, ce que j'aime, je suis pas très ville, j'aime bien les campagnes, j'aime bien les villages. Et jusque-là, il n'y a que le voyage à vélo qui me permet de m'arrêter où je veux, quand je veux, et de rencontrer les gens. Et donc, je veux vraiment rester sur ce schéma-là. Et puis j'ai plus envie enfin partir loin, ok, mais si je peux y aller en vélo avec le temps, j'ai pas envie de prendre un avion pour aller à l'autre bout du monde, passer une semaine et demie et revenir. Ça, c'est quelque chose qui me ressemble plus et qui me correspond plus. Et voilà, j'ai envie de visiter aussi ce qui est autour de chez moi. J'ai envie de prendre le temps de voyager. Et donc voilà, en gros mes projets, je peux te dire à court terme, mais à long terme, je sais pas ce que la vie me réserve. Dernière question que je vais poser à tous mes invités. Est-ce que tu penses que ce projet de grand départ à l'aventure est lié au contexte de notre génération ? C'est-à-dire qu'on a été élevé avec un plus grand désir de liberté, avec en plus un contexte économique et climatique qui font qu'on a envie de vivre l'instant présent parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Ou est-ce que tu penses que ce genre de préoccupation a toujours existé ? Alors, je pense que ça a toujours existé, mais c'est beaucoup plus prononcé dans notre génération. Là, je vois sur les gens que j'ai vus sur les routes, j'ai vu aussi des personnes, des générations au-dessus, allant de 50 à 65 ans à peu près. Certains qui ont un qui a quitté, pareil, il a quitté son emploi, il travaillait comme un fou dans la musique depuis des années, et il a dit j'en ai marre, 50 ans, il a tout quitté et il est parti, ça fait 2 ans et quelques qu'il est sur les routes. Et il s'appelle Un vélo autour du monde, au cas où ça intéresse, Stéphane Délicace. Et du coup, après j'ai croisé aussi donc, des gens qui étaient à la retraite, qui mettaient leur maison en location et qui partaient. J'ai croisé des gens qui prenaient 2-3 mois comme ça dans leur boulot, mais qui avaient aussi une cinquantaine, entre 50 et 65 ans. Et donc il y a quand même certaines personnes qui, dans la génération de nos parents, ont cette envie aujourd'hui. Et il y a certains grands voyageurs aussi dans la génération d'avant. Mais avant, c'était beaucoup plus dur aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré Claude Martalher qui a fait énormément de voyages, mais qui lui est parti 7 ans à vélo dans les années peut-être 90 ou un truc de genre. À ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est hyper simple. On a des applications, Maps.me nous dit tout le temps où on est, même sans réseau, etc. On a une carte, on a du Wi-Fi, on a plein d'endroits, on peut être en contact avec tout le monde, on peut avoir des infos sur le prochain pays, les visas, c'est beaucoup plus simple. Il y a aussi une facilité aujourd'hui, c'est moins aventureux. En étant partie, moi, là, toute seule à vélo en 2017 à 2019, je suis moins aventureuse qu'une femme qui est partie à vélo en 90 toute seule. Je vois rien quand j'ai des amis qui sont partis à vélo en 2011 et quand j'en discutais avec eux pour l'organisation, elle me dit du coup pour les cartes, donc t'achètes, tu peux pas partir avec toutes les cartes depuis la France, que ce sera trop lourd, mais en général tu te les échanges aux frontières avec les autres cyclistes que tu croises. Mais ce qui peut être compliqué, c'est qu'en général les cartes locales c'est écrit en
non local, donc en Chine c'est écrit en chinois, etc. Ben ça, ce problème-là, moi je l'ai pas eu parce que j'avais Maps.me qui, au début je voulais partir avec des cartes papier, je voulais pas du tout d'application, mais le premier pays, j'ai mis 1 mois et demi à trouver la première carte papier. Il y a plus, ça existe plus. Donc en Argentine, j'ai galéré pour en trouver une. Et finalement, quand j'ai trouvé, elle était très peu précise et elle coûtait 15 balles. C'était plus de 2 jours de budget pour une carte vraiment à l'arrache, alors que gratuitement, j'avais une application qui me donnait tous les détails. Bon, bah, j'ai abandonné et je suis passée à l'application. Et donc, c'est vrai que notre génération, je pense que d'une part, on a plus ce côté, on a moins peur. Bon, déjà, on a moins peur, c'est quitte au double. C'est que il y a plus de turnover dans les boulots. C'est plus difficile de trouver un boulot, mais en même temps, c'est aussi plus facile de le quitter. Donc on a moins peur de partir comme ça. Pourquoi tu penses que c'est plus facile de quitter un boulot? Ben parce qu'il y a tellement de turnover que si on le quitte, on sait d'un côté, il y aura du turnover ailleurs, donc on pourra aussi en trouver ailleurs. Si jamais tu fais pas l'affaire, tu sais qu'il y aura quelqu'un derrière et il y a moins cette sécurité peut-être qu'avait la génération d'avant de j'ai un poste et je le garde pendant X années. Ouais, c'est ça, il y a moins. Et du fait de ça, ça veut dire qu'il y a aussi plus de postes qui sont vacants. Enfin, j'ai l'impression, en fait, on a changé d'emploi, ne nous fait pas peur, ne nous dérange pas. Et du coup, comme il y en a plein qui changent d'emploi, il y a toujours des offres qui sont à droite à gauche. Donc, c'est la sensation que j'ai. En tout cas, nous on n'a pas l'envie de rentrer dans une boîte et de faire 30 ans dans une boîte. Alors que c'était l'envie d'avant. Et parce que à cette époque, c'était comme ça que ça se faisait. Voilà, c'était même pas envisageable de faire autrement en fait. Il fallait rentrer dans une certaine structure à la sortie des études et puis jusqu'à la retraite, on faisait une activité. Globalement, c'est ce qui se passait. C'est ça. Donc du coup, quand on quittait un emploi, c'était pas quelque chose de pensable. Donc le fait d'avoir cette difficulté-là, plus... Mais voyager, c'était pas aussi simple. Il n'y avait pas les mêmes moyens de communication, les visas, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Donc tout ça, ça a changé même dans les 3 dernières années. Je vois là en Asie centrale, j'ai un ami que j'ai rencontré sur la route en Amérique du Sud, qui lui, quand on l'a rencontré, ça faisait 2 ans qu'il était sur les routes. Et il avait voulu passer en Asie centrale, mais les visas, il y a 1 ou 2 pays pour lesquels c'était hyper compliqué. Du coup, il y est pas allé. Alors que moi, quand j'y suis passée, donc peut-être 2 ans plus tard, c'était hyper simple. Donc ça va, parce que c'est les pays qui s'ouvrent, donc ça va très très vite. Donc il y a plein de choses comme ça, à mon avis, qui font que la génération d'avant voyageait moins. Après, ils avaient moins aussi cette habitude de voyager loin, parce que nous, on est nés dans une époque où, en un coup d'avion, pas cher, on peut aller loin. Et donc, en fait, on a été habitués à ça. Donc même si maintenant on a trop été habitué à ça et une partie se rend compte que merde, c'est une connerie en fait de prendre des avions à tout va et on se rendait pas compte mais du coup on a très jeune été habitué à dépasser les frontières parce que c'est devenu accessible pour notre génération et donc je pense que ça a ancré beaucoup plus ce côté aventurier dans nos veines et puis vraiment dans la génération parce que la plupart des cyclistes quand même que j'ai croisés avait la grosse majorité, je dirais entre 24 et 28. Puis entre 24 et 28, en général, t'es pas encore lancé dans une carrière, t'as pas encore d'enfant, t'es pas encore marié. Enfin, il y a plus les couples que j'ai croisés qui avaient dans ces âges-là n'avaient pas encore d'enfants ou de choses comme ça. Donc il y en a quelques-uns, comme je disais. Mais c'est vrai que cette tranche d'âge a moins d'attache et peut se permettre de partir plus facilement pendant une période donnée. Donc ça, je pense que ça joue. Parce que la condition physique, réellement, sur la route, j'ai croisé des personnes que j'ai croisées dans un col au Pérou hyper sec, un Français, un mec qui avait 70 ans, qui était en train de grimper son col comme ça et qui discutait avec moi. Je me disais, oh là là, mon Dieu. Donc il y a vraiment... Donc j'ai croisé des gens plutôt âgés. J'ai croisé des personnes qui n'étaient pas spécialement sportives, qui sont parties à vélo pendant longtemps. Ouais. J'ai croisé la personne la plus maigre que j'ai vue de toute ma vie. Mais vraiment, c'est cette fille que j'ai croisée au Tadjikistan à 4200 mètres, dans une des parties les plus dures. Ses jambes, sans abuser, sa jambe faisait la taille de mon bras. Et si je l'avais vue, je ne me serais jamais imaginé. Et pourtant, elle était là. Et elle était équipée pareil, elle avait toutes les sacoches, etc. Donc c'est vraiment pas le physique.
c'est que du mental. Vraiment, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine qui peuvent partir à vélo. Merci pour tous tes conseils, pour toutes ces recommandations. Je pense que tu as donné envie à des centaines de personnes de partir. Au bas mot. C'est hyper encourageant, c'est hyper optimiste. Donc merci pour tout, Colline. Et puis à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Vous venez d'écouter le podcast de Ma Génération, l'émission dédiée aux problématiques de la génération Y. Les prochains épisodes seront consacrés à l'interview d'autres personnes de cette même génération qui nous livreront leurs témoignages. Vous aussi, n'hésitez pas à nous conter votre histoire et nous livrer les problématiques auxquelles vous faites face. Avez-vous effectué une reconversion ? Quitté votre entreprise pour construire votre projet professionnel ? Repris les études ? Parti faire le tour du monde ou toute autre aventure ? Je serais curieuse de le savoir. Pour cela, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse suivante: podcast.magénération@gmail.com. À très vite!